Ils sont sept otages français détenus au Sahel par des groupes islamistes radicaux qui se revendiquent d'Al-Qaïda. Le tout dernier, un retraité de 61 ans, a été enlevé la semaine dernière au Mali. Tout le nord du pays est désormais aux mains de ces groupes extrémistes. Ils se sont emparés de villes comme Gao ou encore Tombouctou. Très peu d'images nous parviennent de cette zone. Des témoignages racontent la destruction de sites religieux, les mains coupées, les femmes voilées. Bref, l'application de la charia la plus stricte. Nous y sommes allés. Notre document est exclusif. Il raconte comment ces islamistes imposent leurs lois. Il est signé Étienne Huvert et Pierre Cresson. Si c'est Badji Night Club. Le Badji Night Club, l'ancienne discothèque de l'une des plus grandes villes du Mali, Gao. Vous voyez, ça a été vraiment détruit. Ce sont des impacts de balles. Jusqu'au printemps dernier, l'homme qui nous accompagne dansait ici, jusqu'au jour où les armes ont fait taire la musique. L'histoire, c'est le silence et les murs qui la racontent. Là, le salon, la chambre du DJ. Ceux qui ont détruit la discothèque n'ont tué personne. Mais comme les seuls sons qu'ils vénèrent sont les versets du Coran, leurs balles ont visé les rythmes africains et occidentaux. La musique venue d'ailleurs, de France. Car ceux qui ont anéanti cet endroit ne supportent ni ceux qui fument, ni ceux qui boivent. Alors cette boîte de nuit a été leur première cible, quelques jours à peine après s'être emparés de la ville. Les auteurs de ce saccage, ces hommes, des islamistes. À Gao, ils sont les nouveaux maîtres. Ils règnent par les armes et par la charia, la loi du Coran qu'ils imposent dans sa version la plus radicale. Interdiction, sévices, châtiments, que vit la population au quotidien? Qui sont ces hommes qui défient l'Occident? Un journaliste français ne peut pas aller à leur contact. Le risque d'enlèvement serait trop grand. Alors nous avons confié une caméra à une équipe de reporters maliens. Leurs images sont exclusives. Gao, une ville devenue fantôme sous l'emprise des soldats de Dieu. Notre point de départ se situe à Bamako, la capitale du Mali. Ici, l'ambiance est décontractée, festive. Le pays est un des plus pauvres du monde, mais à Bamako, les Maliens sont libres. 90% de la population pratique un islam modéré, tolérant. C'est un bus qui va nous permettre d'aller au nord du pays, dans la zone tenue par des groupes proches d'Al-Qaïda. Ici, au pied de cet autocar, nous confions la caméra à notre équipe malienne. Les deux journalistes connaissent parfaitement le nord du pays, dont l'un d'eux est originaire. Ils y ont de solides contacts. Une seule route relie Bamako à Gao. Elle est goudronnée, plutôt en bon état. Mais pour parcourir les 1200 km qui séparent les deux villes, il faut tout de même 20 heures de voyage. Ces dernières années, ces paysages faisaient le bonheur de milliers de touristes français. Ils partageaient la route avec les locaux, qui sont les seuls désormais à s'y aventurer. Nous arrivons à mi-parcours. Dans quelques kilomètres, nous allons entrer dans la zone islamiste. Le Mali est depuis quelques mois un pays coupé en deux. La séparation n'a ni panneau, ni barrage, ni contrôle. Elle est invisible. Mais chacun sait que la ligne entre les deux Malis est franchie quand tombe ce bout de tissu. Un rideau en guise de frontière pour séparer le regard des hommes de celui des femmes, rassemblés à l'arrière de l'autobus. On m'a demandé de séparer les hommes et les femmes. Qui vous a demandé? Ce sont les islamistes. Est-ce que c'est la religion qui l'impose?
Moi, j'en sais rien. On m'a dit de le faire, je le fais. À l'arrivée à Gao, les journalistes maliens décident de faire un premier tour de la ville en voiture, discrètement. Les islamistes n'ont pas encore donné leur accord pour qu'ils filment. Les rues sont plutôt vides. Avant ici, hommes, femmes, enfants vivaient le plus souvent dehors. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus le droit de boire le thé devant leur porte, ni de fumer. Des véhicules patrouillent. Nous le comprenons vite, c'est pour surveiller la population. Dans les rues, plantés sur les trottoirs tous les 200 mètres, des panneaux noirs attirent notre attention. Écrite en arabe, une phrase du Coran. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. C'est la profession de foi de l'islam partagée par tous les musulmans. Mais c'est à ces mots écrits en français un peu plus loin L'application de la charia, c'est la route du bonheur, c'est la route du paradis. que l'on mesure à quel point les Maliens de Gao n'ont plus le choix. Ils doivent se soumettre à la loi dictée par les islamistes. Obéir ou bien être châtiés en place publique. Il y a quelques mois, des journalistes filmaient ces images. Des coups de fouet pour une cigarette allumée, un verre d'alcool ou pour les femmes, un voile mal porté. Le fouet s'appelle ici la chicotte. Les voleurs sont eux le plus souvent amputés d'une main, ou bien d'une main et d'un pied. La charia, ou plutôt sa version la plus radicale, ces extrémistes veulent l'imposer bien au-delà du Nord Mali. C'est ce que dit Oumar Ould Amara, un de leurs leaders. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. On est prêt à combattre la France, les États-Unis, tous les pays de l'OTAN. Et on considère que toute leur puissance n'est qu'une toile d'araignée. Comment nous menacer avec une toile d'araignée? Vous nous menacez avec notre souhait et le martyr. On doit vivre en bon musulman, en bon pratiquant ou que l'on meurt en martyr. Ces groupes sont dans la mouvance d'Al-Qaïda. À Gao, notre équipe obtient l'autorisation de filmer. Elle approche enfin les chefs islamistes. Ces hommes qui ont mis en fuite le maire, le préfet, toutes les instances démocratiques du nord du pays. C'est le nouveau chef de la police ici au téléphone qui nous prend en charge. Il s'appelle Aliou Mahamar et dans un français approximatif, il est soucieux de donner une bonne image de ses troupes. Nous, on ne tue pas les kafrs. On ne tue pas Nous, on ne tue pas les non-musulmans. On ne tue pas les juifs. On ne tue que s'ils nous tuent. C'est de l'autodéfense. Nous devons nous défendre. Aliou Mahamar parle de se défendre car l'armée malienne prépare la guerre pour reprendre Gao et le nord du pays. Après leur chef, nous approchons les combattants. Les organisations des droits de l'homme les soupçonnent d'enrôler des enfants. Alors nous cherchons des silhouettes, des visages derrière les turbans. C'est d'abord un adolescent que filme la caméra. Puis notre équipe repère ce groupe. Ils sont 4 ou 5, dont ce tout jeune garçon armé d'une Kalachnikov. Quel âge a-t-il exactement? Nous tentons de l'approcher. Ça va, petit? Comment vas-tu? Ce sont les premières images d'enfants soldats au Mali. Combien sont-ils dans les rangs islamistes? Il est impossible de le dire. Nous demandons ensuite à Aliou Mahamar de nous conduire à l'hôpital. Selon nos informations, 4 hommes accusés de vol auraient été récemment amputés et nous souhaitons les voir. Mais à l'évidence, ce n'est pas cela que le chef de la police a prévu pour nous. On va à l'hôpital. Oui. Pour aller donner la viande. On va à l'hôpital pour distribuer de la viande aux gens là-bas. Les islamistes veulent montrer leur générosité. Ils exhibent la viande qu'ils s'apprêtent à distribuer aux malades. Devant nous, le personnel médical prend la pause. Ils se sentent invités à remercier leurs bienfaiteurs. En tant que personnel, nous ne pouvons que nous réjouir et vous remercier infiniment pour ça, parce que vous savez que la prise en charge des malades, ce n'est pas seulement les médicaments. Nous repartons sans avoir pu vérifier l'état de santé des amputés de Gao. Manque-t-il de soins, de médicaments?
Nous n'obtiendrons jamais l'autorisation d'entrer à l'intérieur de l'hôpital. C'est vers la prison à présent que roule notre convoi. Rapporte-moi la clé. Sur les détenus, aucune information sur leur nombre et sur les raisons qui les ont conduits ici. Les gardiens les sortent régulièrement pour une séance de rééducation morale. C'est Dieu qui vous met dans cette situation difficile pour tester votre croyance. Et les croyants iront directement au paradis. Je suis en prison pour vol. Ils ont coupé la main à un de mes camarades qui avait volé. Ils m'ont donné 3 mois de prison. Ils m'ont dit que c'était pour que j'aie l'esprit clair. Ce sont des juges islamistes qui décident du sort des prisonniers. À entendre le chef de la police, les sentences au nom de Dieu seraient bienveillantes. On va couper directement sa main et l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Après le traitement, nous trouverons du travail à cette personne et quand elle sera guérie, on la libérera. S'il est guéri, il va partir. Le temps de notre visite à la prison, c'est le jeune garçon, l'enfant soldat, qui, avec un autre combattant, a monté la garde. La ville de Gao, avant, c'était 90 000 habitants. Beaucoup ont fui et ceux qui restent craignent de parler. Au détour d'une maison, un homme nous fait signe et nous emmène chez lui. Voici Douma Maïga, un musicien professionnel. Comment ça? Il n'y a plus qu'une chose à faire ici, c'est s'asseoir avec vous. Tu es obligé de dire que Dieu est grand, sinon il te coupe les mains ou la tête. Douma Maïga et ses compatriotes jouent dans un groupe. Ce CD est leur dernière production, mais le détenir, même à l'intérieur de leur maison, est passible de châtiment. Si on te voit avec la cassette, on va te ramasser, brûler ça. C'est très dangereux. Faut te frapper jusqu'à 100 boutons. Sans fouiller. Sans fouiller. Parce qu'ils ont vu que tu as la cassette. Voilà. Il y a encore vers les torts. Douma Maïga joue de la takamba. Mais à Gao, désormais, son instrument, il le cache. Pour nous, il joue 3 notes, mais pas trop fort. Ah, attention. Il ne faudrait pas qu'on l'entende. Ça peut être dangereux, hein, parce que ici, on ne peut plus jouer le takamba ni autre chose. Hein, donc, attends, je me cache. Ça peut être dangereux. Je ne peux pas jouer encore. Vraiment, À Gao, jouer de la musique ou tout simplement en écouter est banni. Les islamistes ont aussi exigé, sous la menace de leurs armes, la fermeture des cafés Internet. Insupportable ouverture sur le monde, selon eux. Ils ont chassé les coiffeurs de leur salon, intolérable lieu où les femmes osent prendre soin d'elles. Enfin, ils ont fermé les hôtels, coupables à leurs yeux d'accueillir les Occidentaux. Avant qu'ils partent dans cette zone, nous avions demandé à notre équipe d'aller à la rencontre des femmes de Gao. L'une d'elles a accepté de nous recevoir à l'abri des murs de sa maison. Elle s'appelle Fifi. Il y a encore quelques mois, elle était libre de ses allées et venues. Aujourd'hui, c'est fini. Elle est soumise, comme tous les habitants, à un couvre-feu dès 22 heures. On ne vivait pas sous occupation. On avait notre propre liberté. On faisait ce qu'on voulait. On sortait librement dans la rue. On allait saluer les familles, tout le monde, revenir à l'heure où on voulait. Et cette année, tu es obligé de revenir avant une certaine heure. Parce qu'à une certaine heure, tu ne dois pas être dehors. Donc c'est pas pareil. Avant les islamistes, Fifi pouvait aussi s'habiller comme bon lui semblait, à l'occidental même. À présent, seul le huis clos des maisons lui laisse un peu de répit. Mais dans la rue, où dès qu'un homme arrive, elle doit se couvrir. Alors, bonjour. Salut, ça va? Comment vas-tu? Fifi reçoit un ami. Elle le connaît de longue date, mais elle ne déroge pas à la règle. Tu me connaissais avant, comment je m'habillais et tout. Maintenant, ça a
c'est forcé, il faut forcément porter ça, sinon tu ne peux pas sortir dans la rue, tu ne peux rien faire, on nous a privé de notre liberté, on est obligé de marcher avec ça, avec cette chaleur-là qui fait carrément et tout. Sans ça, c'est carrément la charia, quoi. Fifi est de cette ville, Gao, comme toute sa famille. Mais si elle a accepté de nous parler, c'est parce qu'elle est étudiante à Bamako. Elle sait que dans quelques jours, elle va retourner dans la capitale. Elle a donc moins peur des islamistes. Fifi a encore le droit de conduire sa voiture et de sortir seule. Elle accepte que nous l'accompagnions au marché. C'est un marché, voilà, c'est vide, il n'y a personne. Par crainte, les femmes ne sont pas là. Un marché qui a perdu ses couleurs. Des échoppes comme laissées à l'abandon où les produits manquent. Ce jour-là, un seul commerçant est ouvert et les prix sur son étal ont flambé. C'est parce qu'il manque des marchandises que les prix ont augmenté. Oui, les gens sont fatigués, il n'y a rien. Et l'oignon, là, c'est combien? Autour de 800 francs CFA. C'est énorme. Et le kilo avant, c'était à combien? 250 ou 300 francs. Quand c'était cher, maximum 400 francs. Ça a carrément triplé le prix. Les Maliens de la ville de Gao n'ont pas souhaité cette villa. Depuis l'arrivée des islamistes, 450 000 personnes auraient déjà fui ce territoire. Alors qu'elle filme ces images de rue, notre équipe est brutalement interrompue. A-t-elle franchi une limite? En fait, les chefs islamistes ne sont pas tous d'accord avec notre présence. L'équipe est retenue plusieurs heures. L'un des journalistes est même menacé de mort. Ils finissent par être expulsés. Ce sont leurs dernières images de Gao. Nous décidons de poursuivre notre reportage à Bamako auprès de ceux qui ont fui la charia. Pour Dédéou, il est presque déjà trop tard. Dans les rues de la capitale, cet ancien plombier est maintenant libre, mais sans sa main droite. Il a été amputé pour vol en septembre dernier. 2 fois par semaine, il se rend dans cet hôpital pour refaire son pansement. Depuis mon arrivée ici, avec les ordonnances et les médicaments que j'achète, cela va mieux. Dès que je sens un malaise, je le dis au docteur et celui-ci en tient compte immédiatement. Dans ce centre hospitalier de Bamako, c'est la première fois que les médecins sont confrontés à une telle blessure. C'est choquant ça. C'est des choses atroces qui ne doivent plus se répéter encore. On ne va plus voir ça encore. Aujourd'hui, Dédéou ne risque plus la gangrène. Il est sorti d'affaire. Il ne rentrera pas chez lui, dans le nord du Mali. C'est à Bamako désormais qu'il envisage de travailler et de réapprendre à écrire avec sa main gauche. Pour l'instant, il habite chez sa grand-mère. Cette femme respecte tous les préceptes de l'islam. Elle est allée en pèlerinage au lieu saint. Pour elle, les islamistes ne sont pas de bons musulmans. Ils ne sont pas plus musulmans que nous. Nous aussi, nous sommes des musulmans. On sait ce que le Coran a dit. J'ai été à la Mecque 2 fois, moi. Ils font ça parce que ce sont des bandits armés seulement. Ils peuvent le faire, ils l'ont fait. Dédéou a été amputé en place publique. Il a passé plus d'1 semaine dans un hôpital du Nord où il a été filmé par des journalistes locaux. Ce sont leurs images que nous avons récupérées. Dédéou ne semble pas bien comprendre ce qui se passe. À ses côtés, l'un de ses persécuteurs qui dit avoir agi pour son bien. Ça fait dans notre programme de l'application de Sharia. C'est une erreur qui est commise par notre frère Mohamed Dedomega. Et on l'a traité conformément à ce que Dieu nous dit. C'est le Sharia, Inch'Allah, que ça sera appliqué sur tout le monde. Que ce soit la personne, et que ce soit sa race, que ce soit sa couleur, et que ce soit sa valeur. Bon,
À Bamako, loin de ses bourreaux, Dédéou raconte pour la première fois son histoire. Il a bien volé un matelas et un sac de riz, mais pour lui, son amputation est le fruit d'une vengeance. Il a refusé de rejoindre les combattants de Dieu. Les islamistes l'ont d'abord jeté en prison, 5 mois. Puis ils ont fait payer à sa famille une caution pour le libérer. Finalement, ils lui ont menti sur son sort. Un dimanche où ils avaient promis de me libérer, les juges et la police islamique sont revenus. Ils m'ont dit qu'ils appliquaient la charia et que ma main serait coupée. Ils ont apporté une sorte de piqûre et me l'ont injectée. Peu de temps après, ils m'ont aussi administré de la cocaïne. Quand ils m'ont coupé la main, je n'étais même pas conscient. Depuis qu'ils sont au pouvoir dans le nord du pays, les islamistes ont, selon nos informations, amputé plus de 10 personnes et lapidé un couple illégitime. Ils ne méritent pas le pardon. Tous ceux qui excusent ces gens sont complices. Des gens qui séparent les personnes, en tout cas moi je ne les pardonne pas. Je ne pardonne pas ce qu'ils ont fait. À Bamako, Dédéou n'est pas le seul à maudire les islamistes. Celle qui arrive en fanfare et qui est acclamée par les membres de sa famille, c'est l'ex-adjointe au maire de Gao. Ça va. Prenez les bagages. Elle est encore voilée, car elle arrive tout juste du nord où elle retourne régulièrement pour des missions humanitaires. La voici débarrassée de son voile, en boubou. Ça va mieux? Oui, ça va vraiment. Saïma a été chassée de son poste par les islamistes, comme tous les élus et les fonctionnaires de sa mairie. Depuis, elle a mis sa famille à l'abri à Bamako, ses enfants, ses neveux et sa mère. Une femme très pieuse, elle aussi. Saïma est la seule à faire des allers-retours entre Bamako et Gao, à ses risques et périls. Ces dernières semaines, la situation s'est tendue. Hier soir, ils ont tiré sur le pied d'un gamin. Uniquement parce qu'il roulait à 3 motos l'une derrière l'autre. Comme cela formait une sorte de cortège, ils ont tiré sur eux en rafale. Un jeune a été touché au pied. Pendant que tu étais là-bas, j'étais très inquiète. J'avais besoin de t'appeler tout le temps pour savoir si tu allais bien. Mais dès que j'entendais « Allô », ça me rassurait. Voilà. À Gao, Saïma connaît presque tous les habitants. Nous décidons de lui montrer nos images des enfants soldats. Elle n'est pas surprise. Son propre entourage a été touché. J'ai même des cousins là-dedans qui ont donné leur enfant. On dirait qu'on leur a fait un lavage de cerveau. C'est l'islam, c'est la bonne route. Il faut donner ses enfants, même si ces enfants-là vont mourir demain, ils vont au paradis. C'est des innocents, s'il faut le dire comme ça. C'est des innocents qui ne savent même pas ce qui les attend. Quand nous, on les voit, on a peur. Pour eux-mêmes, quand nous, on les voit, on verse des larmes. Parce que c'est des enfants d'une autre maman comme nous. Pour l'instant, Saïma n'envisage pas de prochain voyage pour Gao. Trop risqué. Elle espère désormais que l'armée malienne parte au plus vite à la reconquête de sa ville. Avant de quitter Bamako, nous retrouvons Fifi. Allez les filles, on va se mettre un petit maquillage pour sortir, ça vous dit? L'étudiante qui nous avait fait visiter le marché de Gao. Ici, on la reconnaît à peine avec ses cheveux soigneusement coiffés et sa robe moulante. Ce soir, elle chaussera l'une de ses nombreuses paires de chaussures et partira danser en discothèque avec ses copines. Comme un pied de nez aux islamistes qui ont divisé son pays. Comme une façon de dire au monde que les Maliens sont fiers, combatifs et libres.
Bonsoir Étienne. Bonsoir. C'est vous qui avez réalisé en partie ce reportage. Vous vous êtes resté à Bamako, dans la capitale malienne. Ce sont 2 journalistes maliens qui se sont rendus pour nous dans cette zone nord, tenue par les islamistes, Moustapha Diallo et Cheikh Amadou Diora, voilà. qui ont tourné pour nous dans le nord. Alors dites-nous pourquoi vous, physiquement, vous ne pouviez pas aller dans cette zone. Alors, en préparant ce reportage avec mon collègue reporter d'image Pierre Cresson, on a contacté beaucoup de monde et tout le monde a eu le même discours. Les autorités maliennes, les autorités françaises, les personnes qu'on a contactées par téléphone dans cette zone du Nord Mali, tout le monde nous a dit qu'il était beaucoup trop dangereux en ce moment de se rendre là-bas. Pourquoi ? Le risque, il est simple, c'est essentiellement le kidnapping. Vous savez que 7 Français sont actuellement retenus en otage dans cette zone du Nord Mali. Le dernier enlèvement, il a eu lieu il y a une semaine à peine, ce qui montre que le risque, il est toujours actuel. Et nous, en tant que journalistes, avec notre caméra, nous sommes particulièrement visibles. Nous sommes donc, je ne sais pas si on peut dire une monnaie d'échange, en tout cas un moyen de pression pour ces islamistes. Ces groupes. Mais alors, qui sont-ils, ces groupes? Alors, on parle d'environ 5 à 7 000 hommes. C'est vrai qu'il y a des habitants du Nord Mali. Par exemple, le commissaire qu'on voit dans le sujet est un Malien. Il y a donc des Touaregs, des Arabes qui habitent le Nord Mali. Ils ont été renforcés ces dernières années, peut-être encore plus ces derniers mois, par un certain nombre de combattants, on va dire de la mouvance djihadiste internationale, c'est-à-dire des hommes... Proches d'Al-Qaïda. Oui, proches d'Al-Qaïda, des hommes qui veulent vraiment ouvrir un nouveau front contre l'Occident dans cette zone sahélienne. Alors, on trouve des Mauritaniens, on trouve des Nigériens, on trouve des anciens des groupes du GSPC, du GIA, de ces groupes islamistes algériens. Ils se sont vraiment renforcés ces derniers mois et notamment ils ont trouvé des armes dans les stocks de l'armée libyenne. Ils ont donc profiter de la chute de Mouammar Kadhafi, des groupes aussi qui vivent de divers trafics, qui sont assez puissants financièrement et qui sont un maillon, nous dit-on, et ça on a eu beaucoup de témoignages qui nous l'ont confirmé, un maillon important de la route du trafic de la drogue entre la Colombie et l'Europe, le trafic de cocaïne. Voilà. Alors, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps d'une éventuelle opération militaire conduite par une coalition de pays. Un soutien de la France est même évoqué. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, cette intervention, elle va être difficile. D'abord parce que le nord du Mali, c'est un désert. Ça fait 1,5 fois la France, donc c'est gigantesque pour ces 5 ou 6 000 combattants. Et c'est une zone où il y a également beaucoup de montagnes où ces combattants peuvent trouver un certain nombre de refuges. Le deuxième écueil, c'est l'état de l'armée malienne. Vous savez que cette armée, elle a été défaite par les islamistes au printemps dernier. Elle est vraiment dans un sale état, on va dire. Elle va pas bien. Une armée fantôme. Voilà, c'est ça. Et nous, on a pu rencontrer quelques soldats. On sent qu'ils ont beaucoup de vagues à l'âme, mais on ne sent pas ces soldats prêts à partir tout seuls à la reconquête de cette zone. Alors, les États voisins du Mali, d'Afrique de l'Ouest, ont déjà annoncé qu'ils allaient envoyer des renforts pour aider cette armée malienne. On parle d'un peu plus de 3 000 hommes. Et pour chasser ces groupes islamistes du Nord. Exactement, pour les faire partir de cette région-là. Tout ceci est évidemment suivi de très près dans les capitales occidentales, notamment à Paris. Alors, il n'est pas question pour l'instant d'envoyer des troupes au sol, des soldats français, ni même de pratiquer des frappes aériennes, comme ça a été le cas en Libye l'année dernière. On parle plutôt d'assistance, de formation de ces soldats africains, et puis également d'une mission de renseignement. Il y a on dit qu'il ne sera pas possible de partir à la reconquête du Nord avant 3-4 mois. Logistiquement, c'est quasiment impossible. Et certaines voix sont même encore plus pessimistes. C'est notamment le cas de Romano Prodi, l'envoyé spécial de l'ONU dans cette zone sahélienne. Romano Prodi lui dit c'est pas possible d'agir militairement avant 1 an. Ça va donc laisser vraiment beaucoup de temps à ces groupes pour se renforcer. Et donc on est dans une sorte aujourd'hui de course contre la montre dont l'issue est pour le moins imprévisible. Merci beaucoup, Étienne.